Bonjour à tous et bienvenue sur notre festival B2B co-organisé par Aressi et par Pledzi. Je suis Fanny Bourdon-Bar et je vais être votre madame loyale sur cette demi-journée. Sauf pour la dernière conférence où je céderai ma place à l'exceptionnel Stéphane Truffem. Et donc, j'invite immédiatement Charles Delisier et Laurent Olivier à me rejoindre sur scène. Ils sont là, ils sont on stage. Ouais, Nous bonjour. allons. Bonjour Bonjour, Laurent, bonjour Charles. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez la patate ce matin? en C'est grande le, forme. En c'est le- grande forme. c'est le festival Bikini, c'est l'été, on est heureux. Ben voilà, parfait. Bon, il est un peu tôt pour les cocktails à 9h32, mais l'idée est là. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que les participants peuvent converser dans le chat? Alors, je vous invite à bien modifier, lorsque vous êtes dans le chat, par défaut, bien mettre que vous envoyez des messages à conférenciers et participants. Ça permet à tout le monde de voir que vous êtes bien là. Je veux bien un petit message pour dire on est là, on vous entend, tout roule. Hello, bonjour. Ok, je vois que nos participants sont là. Durant toute la durée des conférences, je vais me répéter un petit peu pour ceux qui nous suivent toute la matinée. Je vous invite à poser vos questions plutôt dans la partie Q&R, donc qui est en bas à droite de votre écran, questions et réponses. Ça nous permet de rassembler les questions au même endroit et de garder le chat plutôt pour vos échanges entre vous, pour vos remarques, pour vos meilleures blagues si vous en avez. Et on garde les questions de fond, les questions sérieuses pour la partie questions et réponses. Euh, alors, nous allons démarrer tout de suite avec notre première conférence. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 9h55 et nous démarrons avec Charles et Laurent. Donc Charles est cofondateur de Pledzi. Pledzi est un outil d'inbound marketing magique. J'ai la chance de l'utiliser depuis ses tout débuts et ça a changé ma vie de marketeuse. Et Laurent est directeur associé chez Aressi. Donc Aressi est une agence de communication spécialisée en B2B. Cette première conférence, cette première conférence nous pose une question qui est quel marketing B2B pour la reprise post-Covid? En tant que marketeurs, en tant que commerciaux, évidemment, nous avons tous vécu cette période Covid avec une saturation des canaux de communication. Tout le monde s'est mis au marketing digital. On a reçu beaucoup d'emails. On a vu LinkedIn se saturer de communication. Et pour autant, les prospects devenaient compliqués à joindre. C'était difficile de faire du cold calling. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rabattu beaucoup sur le marketing. Et donc, maintenant que les choses vont mieux, que les masques tombent, qu'on peut remettre du rouge à lèvres en tant que femme sans avoir le masque qui nous pourrit tout et qu'on peut aller picoler en terrasse, qu'en est-il du marketing? Donc, je pose la question à Charles, Laurent. Charles, peut-être si tu veux démarrer, quel est ton constat sur ce marketing B2B post-Covid? Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse rupture avec avant le Covid, après le Covid. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça a accéléré un certain nombre de choses. Les entreprises ont pris conscience, enfin en tout cas beaucoup d'entreprises ont pris conscience qu'il était nécessaire d'avoir une présence en ligne via son site web, via ses réseaux sociaux. Et donc, on a observé une recrudescence finalement du nombre de contenus, du nombre de communications, du nombre de webinaires. Et donc, c'est de plus en plus difficile finalement de rester visible. Mais je n'ai pas observé finalement des manières très différentes de communiquer ou de générer des leads que ce que vous faisiez avant. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il faut déployer de plus en plus d'énergie et être de plus en plus malin pour arriver justement à capter une audience, la construire et la mobiliser autour d'un sujet. Ok. Laurent? Alors, ce que je pourrais dire effectivement, c'est que oui, je partage ce constat sur ce plafond de verre qu'on a atteint sur pas mal de canaux, hein. Tu les as cités, que ce soit l'email ou LinkedIn, hein, qui a quand même été un canal qu'on a vu beaucoup se transformer en un an, que ce soit dans tous les leviers, tous les formats avec la multiplication de la vidéo, le paid média, donc toutes ces différentes approches. Mais aujourd'hui, on a clairement un plafond de verre et je pense que c'est vraiment l'enjeu des prochains mois, c'est comment on va faire
pour réengager nos cibles, pour faire en sorte qu'elles nous écoutent lorsque l'on parle. Et puis peut-être donc on s'est mis un peu peut-être à crier fort ces derniers mois pour essayer justement d'être entendu. Et peut-être qu'on va ressortir de cette période en se disant on va peut-être arrêter de crier fort, mais peut-être crier un peu mieux, ou en tout cas donc plutôt chanter, comme on est dans le festival, pour faire en sorte d'être un peu moins dans la rupture, mais plus être intéressant. Ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est qu'un des enjeux, notamment dans l'organisation des entreprises, c'est comment on réussit à la fois à industrialiser pas mal de choses, parce que c'est un peu l'enjeu dans l'entreprise, parce que c'est ça qui fait la productivité, c'est ça qui fait qu'on automatise pas mal de choses, mais comment en même temps on y met de l'intelligence, comment on est à la fois donc une industrie et aussi des artisans qui sont capables de réagir avec agilité, dynamisme, personnalisation, pour faire en sorte que celui qui est en face se dise tiens, ils sont sympas, ils sont intéressants, ou en tout cas je vais ouvrir les oreilles, je vais les écouter. Très bien. Alors, je ne vais pas te poser la question de comment Aressi fait chanter ses clients parce que la formulation serait, serait un petit peu border. Mais du coup, puisque tu me parles de chansons, euh, comment est-ce que vous faites? Parce qu'on pose beaucoup de questions de se dire, voilà, comment est-ce qu'on industrialise? Comment est-ce qu'on fait pour ne plus crier, mais pour plutôt chanter? Ce comment, c'est une question que tout marketeur se pose. Et je parle d'expérience parce que j'étais directrice marketing pendant plusieurs années. Euh, Quelles sont les réflexions que vous avez menées chez Aressi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous proposez pour aider justement à avoir un marketing un peu plus chantant? Alors je dirais, on va déjà peut-être commencer par essayer de leur faire comprendre à eux et à leurs managers qu'il faut peut-être regarder les résultats sous un angle différent, peut-être moins court-termiste, peut-être moins à la quantité et peut-être plus à la qualité. Et on va au moins les essayer, nos clients, à expliquer à leurs managers, à leur direction, à leur COMEX, leur CODIR, que aujourd'hui, on fait plus les choses comme avant, que celui qui est en face de son ordinateur, il va se protéger et il ne décrochera pas de toute manière au téléphone. Et donc, ça ne sert à rien de sortir la grosse cavalerie et d'en rajouter des tonnes pour essayer de susciter de l'intérêt. Donc, il faut faire les choses différemment. Il faut peut-être faire de la créa, il faut peut-être refaire rire, refaire rigoler, redonner envie. Et associer à cette démarche créative, à ce sens, néanmoins de la performance, c'est-à-dire des mécaniques où on va pouvoir être plus ciblé, moins déranger des gens qui ne sont pas pertinents. Donc, à la fois, ils mettent de la créativité, mais aussi de l'intelligence pour pouvoir être certain qu'on est pertinent aux personnes que l'on adresse. Et alors, ce sujet d'être pertinent, tu parles de pertinence. Tout à l'heure, Charles, j'ai pas pu m'empêcher de noter que tu parlais d'être malin et de faire du marketing malin. Alors, c'est quoi un marketeur malin ou c'est quoi du marketing malin? Alors, c'est quoi? Je peux vous donner plusieurs exemples. Avant d'être malin et que finalement le fait d'être malin produise des résultats, je crois qu'il y a un truc qui est super important, c'est d'arriver à fédérer un écosystème, une audience autour de soi. Et ça, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est pas quelque chose qu'on va être capable d'obtenir en claquant des doigts. Je pense que c'est un des trucs qu'on a bien fait chez Pledzi. On a un blog dans lequel on partage des choses de manière très transparente, très simple, en ayant toujours la volonté, la sincère volonté d'apporter de la valeur aux gens qui nous lisent. Donc ça fait longtemps qu'on le fait. Et petit à petit, à force de faire des webinars, finalement de répondre à un certain nombre de questions, ça nous a permis de construire une audience qu'on arrive vachement bien j'allais dire utiliser, mais c'est un terme qui est un peu péjoratif, mais en tout cas, on arrive vachement bien à en tirer parti dans des moments clés. Et typiquement, être malin, je peux vous donner comme l'exemple le plus récent qui me vient en tête, c'est le lancement d'un nouveau produit là, qu'on a fait le 21 juin. Ça s'appelle Pledzi One. C'est une solution gratuite pour faire ses premiers pas en marketing digital. Et donc, on a travaillé sur le lancement. Ça nous a pas coûté très cher, très sincèrement. Je pense que c'est être malin, c'est pas avoir les poches pleines, c'est surtout réfléchir et utiliser
et utiliser les choses qui sont autour de nous. Et donc, la première finalement source qu'on a utilisée, c'était nos collaborateurs. Et on a demandé à tout le monde de faire une petite vidéo pour annoncer le lancement de Pledzi One. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a orchestré avec des vidéos qui sont sorties tout au long de la journée. Puis forcément, on fait des petits concours en interne. Celui qui a le plus de vues gagne une bouteille de champagne. Cette année, je suis arrivé deuxième. Je suis très triste. C'est Marie-Caroline qui s'occupe des RH chez nous qui est première avec une fabuleuse interprétation de la cagole marseillaise. Et en fait, c'est ça être malin. C'est être sérieux, pas se prendre au sérieux, savoir décrocher un sourire tout en répondant à des questions de manière très sérieuse. On a essayé justement de faire monter la mayonnaise en ajoutant aussi des articles dans différents blogs auprès de différents influenceurs. Et donc, cette somme de petits pas, finalement, nous a permis de mobiliser notre audience. Et tu vois, sur la première journée, on a eu un peu plus de 600 demandes d'inscription à Pledzi One. Et donc ça, c'est possible parce qu'on avait déjà une audience et parce que on a fait les choses de manière sympa, fun, mais quand même de manière très structurée et sérieuse. Ok, Alors, donc en fait, oui, vas-y Laurent. ce qu'on peut dire par rapport à ce que vient d'écrire Charles, c'est qu'il y a deux éléments clés. Pour moi, il y a l'émotion que néanmoins était en plus du message sérieux, il y avait cette émotion qui faisait qu'on avait envie d'écouter. Il y avait cette authenticité aussi parce qu'on ne vendait pas qu'un logiciel, on vendait un certain partage par des humains. Et aujourd'hui, c'est un des éléments clés aussi pour émerger face à cette masse de contenu. Et c'est sûr que dès qu'on va y mettre des éléments humains, on va avoir un fort accélérateur. Nous, on le voit vraiment fortement dans tout ce qu'on fait autour du social, hein, et je dirais même de la qualité de ce que l'on fait. Aujourd'hui, il y a un nouvel équilibre à trouver entre faire les choses très proprement, mais très froidement. Elles sont clairement moins efficaces que quelque chose fait un peu moins bien, mais avec beaucoup plus de sincérité. Cette sincérité qui se ressent à l'écran d'une manière assez franche. Alors, on le voit, c'est toutes ces nouvelles approches liées aux selfies, de ce que vont faire les influenceurs, ou cette nouvelle manière de filmer lorsqu'on fait de la vidéo, qui font transparaître une authenticité et donc une réceptivité plus forte du message. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que on va aussi décoder que cette sincérité, elle est organisée, hein, cette authenticité. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est clé dans la réussite. Je ne crois pas que la sincérité, ça s'organise. Hein. Quand on parle des influenceurs, on peut un peu plus. Dans le cadre de Pledzi, moi, j'ai eu la chance de voir de près ce qui se passait sur Pledzi One et de traîner un petit peu dans les bureaux au moment de ce lancement. Et l'authenticité, c'est quand même… alors, dans le cadre de Pledzi, c'est depuis le début et c'est leur marque de fabrique. J'ai quand même le sentiment que aujourd'hui, on va de plus en plus vers un marketing qui est authentique et qui est sincère. Alors peut-être parce que en effet, il y a un effet de mode, mais qui du coup l'est vraiment. Et où les gens se prennent vraiment la parole et expliquent vraiment comment ils sont, comment ils fonctionnent, et avec des boîtes qui ont du sens. Parce que là, on parle de ce que le Covid a changé d'un point de vue marketing. La réalité, c'est qu'on a assisté à une transformation sociétale, à des prises de conscience hyper fortes, et on a quand même vu le monde, et notamment dans les milieux qu'on côtoie, dans le monde du travail, etc., des gens qui sont allés à l'essentiel en disant, passez mon expression, mais on veut plus s'emmerder en fait de choses qui n'ont pas de sens et qui sont plus sincères. Et ça, je trouve que ça se ressent de plus en plus dans le marketing. C'est une hyper bonne nouvelle. Si je reviens juste sur sur ce qui s'est dit, je vois qu'on a une remarque de Patrick dans les questions et réponses qui dit que pour la publicité comme Facebook, on va aussi revenir vers un marketing qui est beaucoup moins agressif et respecter le parcours client au lieu d'essayer de faire des ventes directes. Et du coup, ça rejoint ce qu'on vient de se dire autour du fait que, Charles, tu parlais de la construction de l'audience. Il y a quelque chose, quand je t'écoutais, où on avait l'impression d'arriver sur un marketing plus slow, pour reprendre ce terme très à la mode, mais finalement plus slow pour avoir l'accélération, parce que en faisant un marketing slow, vous avez vu vos 600 demandes d'inscription Pledzi One le premier jour. Ça, c'est pas slow. Enfin, c'est clairement rapide et c'est clairement de la performance. Et
Et je trouve ça assez chouette d'avoir un discours de se dire qu'il faut accepter qu'un marketing vertueux, ça prend du temps, que avoir des cibles qui ont la confiance, qui ont confiance en votre marque, ça prend du temps, mais ça permet de cartonner. Et pour faire ça, il faut être authentique. Et authentique, on parlait, tu disais, voilà, nous, la personne qui a le plus de vues, c'est Marie-Caroline et la cagole. Il faut oser aller faire la cagole sur LinkedIn. Et il faut oser aussi que ça se passe pas bien. Il faut oser que ce soit pas bien pris. Il faut oser que ça fasse un flop. Donc, un marketing qui est malin, c'est aussi un marketing et des gens derrière qui sont OK avec l'idée de se planter, des directions qui sont OK avec le fait que ça puisse ne pas marcher. Enfin, je veux dire, évidemment qu'on rêve tous d'être bon tout le temps, d'être dans la performance, etc. Mais on sait que c'est pas vrai. Et cette peur souvent de se planter fait qu'on n'y va pas. Et du coup, ça m'évoque quelque chose qui est en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Tu disais, on a demandé en interne, etc. La réalité, c'est qu'en interne, vous avez aussi beaucoup utilisé vos ressources marketing et le génie de vos marketeurs et de vos growth hackers qui ont construit des loops hyper intéressantes pour Pledzi One. Et donc, je me dis, est-ce que alors dans les freins, mais du coup aussi dans les vecteurs d'accélération, quand on veut faire du marketing plus vertueux, quand on veut avancer, quand on veut aller vers ce post-Covid, il n'y a pas un petit sujet autour du recrutement et du management? Alors si, moi je pense d'abord l'authenticité, je pense pas que ça soit un truc qui s'industrialise. C'est quelque chose qui est lié à la culture d'entreprise. Et effectivement, si Marie-Caroline se permet de faire la cagole sur un jour de lancement, c'est que on a répété depuis des années à tout le monde, soyez vous-même, prenez des initiatives, faites des trucs, plantez-vous, c'est pas très grave. C'est même pas grave du tout. Et en fait, c'est être accepté finalement que sa personnalité, la personnalité de l'entreprise, qui est composée de plein de différentes personnalités différentes, soit visible. Et effectivement, je pense que c'est plutôt une question, tout ça, de management que de process. C'est finalement en alliant nos forces qu'on arrive à construire ce genre de choses. Mais c'est exactement pareil que dans la vraie vie, hein. Si tu vas à un dîner où tu connais personne, je suis prêt à parier que tu vas aller vers la personne qui est justement pas très lisse, qui semble sincère, qui est rigolote, qui dit parfois des conneries, mais tu vas aller vers elle, tu vas pas aller vers la personne super lisse, super bien coiffée, super polie. Ça marchera pas. Enfin, tu vas pas avoir envie de passer ta soirée avec elle. Et en fait, dans la vie, c'est pareil. À partir du moment où on fait bien les choses, où on est professionnel, où on fait les choses de manière très sérieuse, et ben, tu vas plutôt avoir envie de bosser avec des gens avec qui tu as du plaisir à partager, avec qui tu as, t'as de l'échange, auprès de qui tu as du répondant. C'est ni plus ni moins que l'envie de passer des bons moments. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on bosse que ça doit être chiant. Okay. Alors moi, je dirais, ça, c'est souvent un réflexe qui est plus dans les petites entreprises que dans les grands comptes, je dirais. Attention, chez les grands comptes, la liberté d'expression, la liberté de prendre une parole très authentique et spontanée, même sur les réseaux sociaux, elle va être encadrée sur la limite de ce que tu as dois dire, ou, sauf si c'est vraiment des sujets très perso, mais sur le lancement de produits, etc., c'est plutôt assez encadré. Il y a que certaines personnes d'ailleurs qui ont le droit de parler dans le cadre de Media Training. Et puis je dirais une dernière chose aussi tu choisis obligatoirement le plus sympa, ce que tu disais Charles. Je ne suis pas toujours d'accord. On a plein d'exemples de boîtes qui sont parfois choisies sur des solutions qui sont plus chères, voire moins performantes, mais la marque, elle est tellement forte, même si elle n'est pas sympathique, elle est rassurante et elle va remporter le contrat juste parce qu'elle est rassurante et qu'elle a une histoire, même Ouais. si une histoire pas très intéressante. Donc, je dirais, oui, certainement, il y a un mouvement et que toutes les marques ont intérêt, en tout cas, de construire leur audience, que tu disais au début, mais attention de le faire, pas tous sur le même territoire, de la rigolerie, et, Ah non. parce que
ben voilà, déjà après, ça va créer une confusion. Il est important plutôt de créer, je pense, son propre territoire et de le construire. Et puis à dîner, à la limite, tout le monde n'a pas envie d'être assis avec le rigolard du jour, toi. Non, mais d'ailleurs, c'est pas forcément rigolo. Ça peut être un ton complètement différent. Le sujet, c'est pas d'être rigolo. Le sujet, c'est de sentir de la sincérité dans la façon dont tu fais les choses et de faire les choses bien. Parce que de toute façon, c'est le préalable à tout, hein. Si ce que tu produis, quel que soit ton métier, bah, ça n'apporte pas de valeur aux gens, ça marche pas, etc. Forcément, ça marchera pas, hein. Donc, le préalable à tout, c'est d'avoir un produit qui est juste impeccable. En revanche, si tu as un produit qui est impeccable et qu'en plus de ça, tu es sincère et qu'on aime passer du temps avec toi, à mon avis, tu as t'as quand même un coup d'avance, quoi. Alors, on peut dire peut-être que ce sujet de l'authenticité, on est plutôt assez d'accord et qu'il faut juste trouver le bon dosage. On peut peut-être dire un mot sur les événements et la nouvelle manière dont on va les organiser en ce post-Covid. On peut le dire en 1 minute 30. Oui, juste, c'est pour ça que j'ai repris la parole sur ce sujet, parce on se l'était dit, bah, est-ce qu'on va reprendre des événements physiques ou on ne va pas reprendre des événements physiques? Moi, je pense qu'on va vraiment aller vers de l'hybride, qu'on on va pas arrêter tout ce qu'on a appris. Et là, c'est sûr on est devenu beaucoup plus compétent dans l'utilisation de toutes les plateformes, dont Saloon, mais qu'on va reprendre effectivement à une rencontre physique, parce que là aussi, l'authenticité, elle se fait aussi en se voyant, en partageant des moments au-delà de l'écran. Ah bon, nous, on a très, très envie de reprendre les rencontres physiques. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. J'imagine bien un monde un peu hybride parce qu'on a bien vu que dans plein de cas, c'était quand même plus efficace de faire de la visio. En revanche, on a très envie de se retrouver, on a très envie d'échanger, on a très envie d'avoir des discussions un peu plus informelles et moins encadrées par ce petit format avec 4 écrans. Mais donc, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Un monde dans lequel on aura à la fois des événements physiques sûrement plus réduits en termes de nombre, mais avec une ouverture sur de la visio ou en tout cas sur la capacité de participer à distance et sûrement un format qu'on va voir de plus en plus régulièrement là, à la rentrée. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, un événement, maintenant, on doit pouvoir le positionner à 2 endroits dans son journey marketing, comme on dit, en entrée de funnel, en lançant quelque chose de très large, très vidéo, où l'invité supplémentaire, le participant supplémentaire n'a pas de coût, parce que tout ça est en digital. Et puis le même événement, donc j'insiste, c'est bien le même, qui peut être aussi positionné en fin de funnel, comme la rencontre pour un peu finaliser le business et signer. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Les deux formats vont nous permettre de faire 2 événements en un, en fait. Et ça, je vous invite à rejoindre notre conférence de fin de matinée sur comment donner rendez-vous à ses prospects après 18 mois de distanciel. C'est une conférence, enfin, elles vont toutes être extraordinaires, évidemment, mais qui va traiter de ces sujets et qui promet d'être exceptionnelle. Nous allons conclure cette table ronde. Moi, ce que je retiens, mes take-out de cette table ronde, c'est que le Covid nous a fait faire un bond en avant en termes de sens, en termes de marketing vertueux. Du coup, il y a un véritable enjeu. Alors, c'est pas juste parce que je suis un bisounours, hein, mais pour moi, il y a un véritable enjeu et j'ai l'impression que c'est partagé sur les membres de cette conférence. Et puis, dans le chat, on a des gens qui sont manifestés aussi. Il y a un enjeu à voir ça comme une opportunité excitante, plutôt que de dire « Ah, on subit, etc. » Non, non, c'est une opportunité de faire différemment, de se lancer. Certes, on n'a pas le choix, mais c'est une opportunité de faire mieux. Donc, arrêtons de subir. Osons aller vers ce marketing vertueux, osons être authentiques, même si c'est dur, même si ça fait peur, mais c'est le moment de péter les plafonds de verre et de péter les croyances limitantes là-dessus. Et surtout, allons dans la collaboration. De toute façon, c'est en se lançant qu'on fera mieux et c'est très probablement la créativité qui va nous permettre de construire, et ça c'est de manière globale, un monde qui est plus beau, un monde qui est plus respectueux, et il faut que le marketing et les fonctions marketing communication trouvent leur place là-dessus et peuvent même lead the way parce que c'est celles qui sont les plus visibles, les plus exposées, donc autant servir de modèle. Merci beaucoup Charles, Laurent.
Merci à vous deux. Et pour le reste des participants, je vous invite à suivre directement la prochaine conférence sur laquelle nous allons parler d'ABM. À tout de suite. Ciao, ciao.